Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Bonjour, bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui rendent le monde meilleur, pas à pas. Je suis Aude Cérès et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Estelle de Saint-Bon. En fait, quand on crée un binôme, ils vont écrire leur propre histoire. Il y a un lien qui se crée entre eux. Le lien, en fait, on pense souvent que c'est le senior qui va être aidé par le jeune. Mais le senior aide aussi le jeune. Je pense que l'inverse de la tristesse n'est pas la joie, mais c'est vraiment l'action. Je crois qu'il faut beaucoup d'innocence aussi pour se dire que rien n'est impossible. Le bonheur, c'est aussi faire du bien aux autres. Parce que la générosité, aussi basique que ça, on l'oublie. On est tous capables d'atteindre cette excellence. Bats-toi, essaie de faire ce que tu peux. Savoir ce pourquoi on se lève chaque jour. Ça vaut la peine, quoi. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Si vous avez envie de voir ça de plus près, il faut s'engager. Et moi, c'est pour ça que je parle. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais alors qu'on a longtemps parlé de la solitude de nos aînés, depuis le Covid, cette solitude touche également de plus en plus les jeunes. Certains actuellement veulent opposer ces générations, les jeunes contre les retraités. J'ai voulu écouter une femme qui œuvre à les réunir, au point de les faire habiter sous un même toit. Bonjour Estelle. Bonjour Aude. Estelle, vous êtes directrice générale d'Ensemble 2 Générations, une association de cohabitation intergénérationnelle. Depuis une quinzaine d'années, vous donnez de votre temps, de votre bienveillance et de votre énergie à nos aînés, à la Fondation Saint-Vincent-de-Paul d'abord, puis depuis 5 ans à Ensemble 2 Générations. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers nos aînés ? L'engagement, il est venu petit à petit. En fait, ça a commencé par une rencontre. J'attendais un bus, j'étais dans le 7e, et il y a une bonne sœur qui est arrivée. Et je lui ai laissé ma place, et là, elle m'a regardée et elle m'a dit « Vous savez, à côté, il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital des Invalides. Il y a plein de personnes qui sont vieillissantes et qui voudraient voir des jeunes. » Et là, ça a commencé. En fait, j'allais toutes les semaines ou 2 semaines, j'étais en première, voir une personne à l'hôpital. Et je me suis rendu compte que par ma présence, qu'est-ce que je lui ai apporté ? Je lui ai apporté un sourire, je lui ai apporté mes histoires, et en fait, je la rendais heureuse. Et par cela, je me suis rendu compte que, en fait, juste en ayant un petit engagement, eh bien, on pouvait faire beaucoup de choses. Mais elle aussi, elle m'a beaucoup apporté. Un sentiment d'utilité. Est-ce que vous pouvez nous raconter le jour, le moment où vous avez décidé de vous engager pour Ensemble 2 Générations ? Moi, j'étais à la Société Saint-Vincent-de-Paul, donc je connaissais bien le tissu associatif français. Et mon père a eu une attaque cardiaque et il avait besoin d'avoir une présence de nuit en cas de récidive. Mais il était tout à fait autonome. Et donc, j'ai fait appel à l'association Ensemble 2 Générations. Et Guillaume est arrivé dans la vie de mon père. Il est resté pendant 3 ans. Il est resté aussi pendant le confinement. C'était un jeune étudiant, ingénieur. C'était un garçon qui avait été élevé sans père. Et je pense qu'il y avait une vraie relation qui s'est faite entre eux. Mon père était quelqu'un de très drôle, très bon vivant. Et à ses côtés, en fait, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de présence, beaucoup de bienveillance. Et surtout, c'était un facteur de réassurance pour nous, familles, puisque quand mon père avait un coup de mou, Guillaume nous appelait. Et puis Guillaume a trouvé du travail. Et mon père déclinait de plus en plus. Et bien sûr, en fait, on a dû passer à un autre système d'accompagnement que la présence d'un étudiant. Mais Guillaume revenait déjeuner avec mon père et gardait ce lien. Pour permettre à nos auditeurs de se rapprocher de plus de ce que vous avez vécu, est-ce qu'il y a un son ou une musique qui vous rappelle ce moment, cet engagement ? Il y a une musique que j'ai beaucoup aimée, qui est anglaise. C'est Cat Stevens, Father and Son. C'est en fait un père de famille qui dit, au soir de sa vie, tout ce qu'il n'avait pas pu dire à son fils.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Donc après cet accompagnement, cette cohabitation entre ce jeune Guillaume et votre père, vous avez décidé de vous engager pour cette association. Comment ça fonctionne, ce dispositif de ensemble de générations, cette cohabitation qui n'est pas une colocation? On utilise le terme cohabitation intergénérationnelle. La cohabitation intergénérationnelle, c'est un mot un peu compliqué pour quelque chose de tout à fait simple. C'est la mise à disposition, chez un senior de plus de 60 ans, d'un logement en échange de présence, de services ou d'une contrepartie financière modeste. Nous intervenons aussi en résidence autonomie et EHPAD avec un logement qui est proposé aux jeunes en échange d'animations le week-end et de visites de courtoisie auprès des résidents qui ne peuvent pas aller dans les salles communes. Alors comment ça se passe concrètement? Tout est sur un accompagnement humain à 100%. Nous avons des chargés de mission qui sont engagés et vraiment pour qu'une cohabitation se passe le mieux possible. Tout d'abord, elle va visiter le senior, elle va voir ses attentes, elle visite la chambre pour savoir si en fait le senior est en capacité de recevoir un jeune et de bien le recevoir. Et puis, elle reçoit tous les étudiants et elle fait un matching qui va jusqu'aux passions partagées. C'est une alchimie assez complexe puisqu'on met deux fragilités ensemble. Et pour que ça fonctionne bien, eh bien, on va essayer de mettre chez un senior qui joue au piano, un étudiant du conservatoire. Chez un senior qui adore la bonne chair, un étudiant qui est chez Ferrandi ou qui est en école hôtelière. Après ce matching, on crée une rencontre entre ce jeune et le senior chez lui, sans la chargée de mission. Et si ça match, on fait un contrat de cohabitation intergénérationnelle qui est encadré par une loi qui s'appelle la loi Elan, et tout est notifié dedans. Puis, la chargée de mission suit le binôme tout au long de sa durée de vie. C'est par cet accompagnement humain qu'on a 93% de réussite dans les binômes que nous créons. Qu'est-ce que vous appelez réussite? En fait, quand on crée un binôme, ils vont écrire leur propre histoire. Il y a un lien qui se crée entre eux. Le lien, en fait, on pense souvent que c'est le senior qui va être aidé par le jeune. Mais le senior aide aussi le jeune. On fait un lien entre des civilisations différentes. Par exemple, récemment, on a des partenariats avec les écoles et les universités. On a un partenariat avec la fondation HEC qui aide des jeunes brillants à travers le monde à avoir accès aux études d'HEC. Et ainsi, il y avait une jeune afghane brillante, mais qui n'avait pas de logement, qui ne pouvait pas poursuivre ses études si elle ne trouvait pas de logement. Il se trouvait qu'elle parlait l'anglais. Et en fait, il fallait que ce soit dans le 78, à côté d'HEC. Eh bien, en fait, on a trouvé une senior qui l'a reçue, qui parle l'anglais, qui était une ancienne astrophysicienne, qui était veuve, et qui, en fait, l'a accueillie chez elle. Une relation incroyable s'est faite. Et elles sont toutes les deux allées témoigner pour les femmes au World Forum qui a eu lieu à la Tour Eiffel au printemps dernier. Ça, c'est une histoire. Après, je peux vous raconter l'histoire d'une chargée de mission qui appelait une senior. Et au mois de juin, elle entend la senior dire au bout du téléphone « On les a eus !» Alors, la chargée de mission se dit « Oh là 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 là, ça y est, qu'est-ce qui se passe ?» Et la senior dit « Oui, on les a eus, on les a eus !» La chargée de mission pose la question « Mais qu'est-ce que vous avez eu ?» Et là, la senior dit « On a eu médecine ! Elle a eu la première année de médecine !» Elle s'était complètement engagée auprès de la jeune qui était accueillie chez elle, qu'en fait, elle l'accompagnait dans la réussite de ses examens. Ce qu'il faut savoir, c'est que 67% des étudiants qui sont chez nous disent que la cohabitation intergénérationnelle est un facteur de réussite pour eux. Pour les seniors, c'est en fait avoir une présence bienveillante, c'est reprendre plaisir à partager des repas, c'est
lutter contre la solitude. C'est ne plus avoir peur d'être seul chez soi. Et surtout, c'est la première génération qui arrive où il y a un savoir qui est beaucoup plus fort dans la génération qui est l'après, cette génération qui arrive, qui est en fait celle du digital. Et on le sait, il y a une fracture numérique très forte chez les seniors et les étudiants sont une vraie béquille là-dedans. Est-ce qu'il y a une appréhension? La peur, elle est plutôt du côté senior, d'ouvrir ses portes. Le jeune, en fait, il se projette et quand il rencontre le senior, en fait, ça casse toutes les barrières. Parce qu'en fait, le senior et le jeune, par cette première rencontre, sans la chargée de mission, en fait, ça casse les barrières. Mais nos jeunes sont assez sérieux. On a 50% de boursiers, 30% d'étrangers. Tout le monde n'est pas fait pour la cohabitation intergénérationnelle. Donc, le premier pas, il est fait quand ils nous contactent. C'est le rôle de la chargée de mission de rassurer le senior. C'est vrai que c'est difficile d'ouvrir ses portes parce qu'en fait, on ouvre sa porte à quelqu'un d'une génération différente, qu'on n'a jamais rencontré avant. Mais ça, il faut faire confiance à l'association pour trouver la bonne personne et le bon match. Et c'est là où, en fait, Ensemble de générations a toute sa raison d'être. C'est dans ce matching entre la personne âgée et les jeunes. Quel type d'enquête faites-vous sur ces jeunes? Ce sont des entretiens qui sont faits avec les chargés de mission. C'est très intuitif. En fait, les chargés de mission, on se pose toujours la question, est-ce que je mettrais ce jeune chez mes parents? Et pareil, est-ce que ce senior est capable de recevoir un jeune? Le jeune, il faut quand même le préciser, est là pour une présence. Il n'est pas un aidant au sens médical du terme. Donc en fait, quand la situation devient plus compliquée, il faut passer à un autre système. Exactement. Je dis ça pour les jeunes qui souhaitent s'impliquer, qu'il faut bien leur préciser qu'ils n'auront pas à aider médicalement ou faire des soins. Vous avez tout à fait raison. On est encadré par la loi Elan. Et le jeune ne peut absolument pas remplacer un salarié. Il va faire des tâches qui sont ceux que ferait un petit-fils ou une petite-fille quand ils habitent chez leurs grands-parents. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, effectivement, il faut qu'on y veille pendant toute la durée de la cohabitation, qu'il n'y ait pas d'exagération de part et d'autre. Que le senior ne demande pas trop de choses aux jeunes et qu'en fait, ce contrat que nous faisons, que nous mettons en place au début de la cohabitation, soit bien respecté. Si on sort du cadre, c'est là où il y a les 7% qui peuvent être compliqués. Il ne faut pas sortir du cadre. On accompagne 1000 binômes par an, donc c'est 2000 bénéficiaires. En résidence collective, on est à 750 bénéficiaires. Et depuis le début de notre création, on a accompagné à peu près 10 000 binômes. Sur qui vous pouvez vous appuyer et comment est-ce que vous trouvez du soutien, notamment financier? Alors, sur qui est-ce que je m'appuie? J'ai un conseil d'administration, j'ai mon réseau, j'ai mes salariés, sur lesquels, bien sûr, je m'appuie. Mais vous parliez effectivement de soutien financier. Aujourd'hui, on a des fondations. Alors, on a la Fondation Bettencourt-Scheller, la Fondation Mesley-Dago, la Fondation de France, Fondation Crédit Agricole, qui, au-delà d'un soutien financier, vous aident. Et en fait, ont compris que les dirigeants associatifs, c'est difficile d'aller chercher des financements, c'est difficile d'avoir des portes qui se ferment, les subventions publiques sont en train de baisser, on a les salaires à payer en fin de mois. Et tout cet écosystème autour des associations est fondamental. Parce que l'engagement, c'est une bataille de chaque jour aussi. Exactement. Est-ce que vous pouvez me résumer d'un seul mot votre engagement? Accompagnement. À quel moment vous êtes senti le plus utile? Quand j'ai repris l'association, de faire émerger les talents dans les équipes et dans notre réseau de salariés et de bénévoles. Quelle est la personne qui vous aide le plus à poursuivre votre engagement? L'association a été créée par Tiffaine de Penfentenio et son mari, qui ont œuvré pendant 16 ans et elle m'a donné les clés de la maison pour que je poursuive l'action et que je développe l'association. Depuis 3 ans que j'ai repris la direction, on est à plus 25% chaque année. J'ai un devoir de transmettre. Moi, je suis qu'une maillon d'une chaîne. Je l'ai reçue. Il faut que je la développe et je la transmette. Quel conseil vous donneriez à l'enfant que vous étiez? Avoir confiance en soi, avoir confiance à ce qu'on peut donner, avoir confiance en ce qu'on peut recevoir et vraiment être à l'écoute des rencontres qu'on va faire. Il n'y a jamais de hasard. Qu'est-ce qui vous révolte? Je déteste les choses non dites. J'ai besoin de travailler dans la confiance. Quand je travaille avec quelqu'un,
La confiance me fait déployer des ailes, mais dès que cette confiance est perdue, en fait, j'ai du mal. Quelle est la qualité la plus importante pour s'engager ? Mettre de côté son ego, respecter une juste distance entre l'engagement qu'on donne et ce qu'on peut donner. Moi, j'ai vu beaucoup de bénévoles et de salariés se brûler les ailes parce qu'ils se sont trop engagés. Pour être bon, il faut garder une juste distance et il faut être bien soi-même. Et aussi accepter qu'on ne va pas sauver le monde. Merci beaucoup Estelle de Saint-Bon. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Ensemble 2 générations. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver les engagés sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.